Bonjour, c'est Ouria Boutelja pour la chaîne À Gauche. Le communisme est-il une alternative pour les indigènes? Alors peut-être qu'avant de commencer, il faudrait déjà dire qu'on a nous en tant qu'indigènes, que ce soit les indigènes du Sud ou les indigènes d'Europe, on a un rapport conflictuel avec le communisme réel. Non pas avec l'idée communiste, mais avec le communisme réel. Et je suis gentille quand je dis rapport conflictuel, parce que c'est, à mon avis, c'est un rapport plus compliqué que ça, dans la mesure où le communisme que nous, on a connu dans l'histoire coloniale ou dans l'histoire de l'immigration postcoloniale, est un communisme colonial. C'est un communisme qui ne s'est pas départi et de son rapport colonial au Sud et de son rapport colonial et racial aux populations des pays, populations qui viennent de l'histoire coloniale et qui vivent en Europe. Donc nous, le rapport au communisme réel, il est conflictuel, il est compliqué, et on a une expérience mitigée. Alors je dirais pas complètement négative, parce qu'elle peut pas être que négative, mais elle est mitigée, très mitigée. Au-delà du communisme réel, que penses-tu de la proposition marxiste? C'est la raison pour laquelle j'ai distingué, j'ai bien parlé de communisme réel, parce que je fais cette distinction entre l'idéal communiste et le communisme réel. Par ailleurs, moi, c'est pas simplement les dérives du communisme, les dérives staliniennes, je veux dire. Les rapports du Parti communiste français avec l'Algérie, c'est pas le stalinisme, c'est le Parti communiste français. Donc c'est pas, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller chercher Staline pour critiquer le communisme réel. Alors, je ne sais pas. Si tu veux, moi, l'idée du communisme, celle qui est proposée par le marxisme, elle me plaît beaucoup. J'ai aucun problème avec l'idéal communiste. Maintenant, j'ai un rapport un peu pragmatique à la chose, dans la mesure où c'est un peu, je te ferai un parallèle avec le mot féministe. Pourquoi je serais contre le féminisme? Pourquoi je serais contre l'égalité homme-femme? Et pourquoi je serais contre la fin du patriarcat? J'ai aucune raison. Sauf que le féminisme réel nous a fait beaucoup de mal, parce qu'il était de type colonial. Et aujourd'hui, ce sont des outils, ce sont des mots qu'on aura des difficultés à utiliser devant un public qui a été échaudé. Tu vois? Donc le projet qui est le nôtre, c'est, si je devais reprendre disons, les conditions pour un communisme réel, c'est effectivement, par exemple, les trucs basiques, réappropriation des moyens de production. Si je peux dire de cette manière-là, ben je suis évidemment tout à fait d'accord. Maintenant, l'usage du mot communisme et communiste, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que ça fait rêver personne, en fait. Et il est là le problème, ça ne fait rêver personne. Donc, de manière tout à fait pragmatique, je me contente de dire que nous sommes un mouvement décolonial, et je suis d'accord avec toi pour dire que ça ne suffit pas, parce que ça ne décrit pas le projet qu'on veut. Sauf que en vérité, on est au bout de plusieurs cycles, et toutes les luttes d'émancipation sont arrivées à leurs limites. Toutes les utopies sont arrivées à leurs limites. Et je ne sais pas comment les utiliser de manière à refaire revivre en tout cas un sentiment utopique. Voilà. Alors je vais pas mentir, moi je pense qu'il faut qu'on puisse élaborer un projet, quelque chose qui ressemblerait au communisme. Je sais pas s'il faut changer de mot, je suis pas sûre non plus. C'est pas la question, tu vois. Mais là-dessus, je tâtonne, je ne sais pas, comme tout le monde, je ne sais pas. Mais un mot qui ne fait pas rêver, je vais avoir juste du mal à l'utiliser. Tout simplement parce que dans des échéances assez courtes, parce qu'on est dans une période pré-fasciste, dans une période assez courte, il faut pouvoir mobiliser les gens, il faut pouvoir mobiliser des imaginaires. Mobiliser sur le mot communisme, aujourd'hui, je vois pas. Je vois pas. J'aimerais que ce soit un mot qui fasse rêver, mais voilà. Unir les beaufs et barbares, est-ce un projet décolonial ou simplement léniniste? Ben, moi, je pense que d'abord, ça ne s'oppose pas, léniniste et décolonial. Pour moi, le léninisme, c'est une stratégie politique. La stratégie ne s'oppose pas au décolonial, si tant est qu'on comprenne le décolonial aussi comme une dimension de la pensée matérialiste.
et en partie marxiste. Pour moi, ça ne s'oppose pas du tout. Je pense que si on s'achemine, si le projet c'est d'organiser les masses, par exemple, si le projet c'est de renverser le capitalisme et l'impérialisme, si le projet c'est de prendre le pouvoir, alors oui, il y a une grande dimension léniniste dans le projet, mais pour autant, il a une forte dimension décoloniale au sens où il ne s'inspire pas, par exemple, des mouvements de gauche réels qu'on a connus en Europe. On est décoloniaux au sens où on comprend l'importance et la centralité de la lutte contre l'impérialisme. On est décoloniaux au sens où on comprend que les peuples du Sud doivent se libérer avec leurs propres imaginaires et pas nécessairement en empruntant aux imaginaires occidentaux et européens. On est décoloniaux quand on pense que les peuples du Sud ont leurs propres agendas et qu'ils ne doivent pas coller nécessairement à tout ce que les gauches européennes imaginent comme étant la seule manière de s'émanciper. On est décoloniaux au sens où on comprend le caractère structurel du racisme en France et en Europe, et qu'on comprend également que les gauches blanches sont traversées également par le racisme et l'eurocentrisme. Donc nous, ce qu'on apporte à la lutte du point de vue décolonial et au léninisme d'un point de vue décolonial, c'est que nous sommes dans le Nord, nous sommes situés quelque part, nous ne sommes pas des damnés de la terre. Être décolonial, c'est de comprendre que les populations, que les Suds du Nord, les populations issues d'immigration postcoloniale qui vivent dans le Nord ne sont pas des damnés de la terre, parce qu'ils ne vivent pas sous le régime de l'impérialisme, ils vivent sous le régime du racisme structurel des pays du Nord. Ils ne sont ni des damnés de la terre, ni des blancs, ils sont entre les deux, ce sont des blanchis, d'une certaine manière, ils sont entre deux eaux. C'est une condition très spécifique, et c'est à partir de cette condition très spécifique, on mène notre lutte. Tout ça, c'est une approche décoloniale de la lutte. Et par exemple, penser qu'on doit devenir en France le fer de lance de l'anti-impérialisme, ça aussi, c'est du décolonialisme, par exemple. La remise en cause du féminisme colonial, c'est du décolonialisme. La remise en cause, par exemple, de la manière dont la gauche lutte contre l'antisémitisme, quand on introduit des concepts tels que le philosémitisme d'État, c'est du décolonialisme. Tu cites dans ton livre la notion d'État-nation. Est-ce un argument décolonial à mobiliser? Alors là, je te renvoie à ton premier constat. Tu as commencé par dire qu'on était des léninistes. Eh bien, c'est en tant que léniniste que je mobilise l'idée d'État-nation. C'est-à-dire que mon rapport, il est plutôt politique et stratégique. La critique de l'État-nation, pour moi, elle reste tout à fait fondamentale. Et l'État-nation, c'est un espace qu'on doit nécessairement absolument dépasser, parce que historiquement, c'est un outil entre les mains des bourgeoisies impérialistes. C'est une évidence. Il faut le dépasser. Mais, pour autant, il ne faut pas avoir un rapport trop manichéen à l'État-nation, parce que l'État-nation, c'est une coproduction. C'est pas simplement le produit de la volonté de la bourgeoisie capitaliste et impérialiste, c'est aussi le produit de la lutte des classes. L'État-nation est un produit de la lutte des classes. C'est un moment de la lutte des classes. L'État-nation, à l'intérieur de l'État-nation, il y a des rapports de force qui se jouent, qui sont organisés par la confrontation entre les classes, la bourgeoisie et le prolétariat blanc, mais c'est également aussi un rapport de force qui a été créé par les luttes anticoloniales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une extériorité de l'État-nation à la lutte des peuples du Sud. Les États-nations ont été aussi façonnés par les luttes internationales. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important pour moi de penser que le rapport à l'État-nation, il est stratégique. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que au-delà de l'État-nation, il y a l'Europe. Et l'Europe, pour moi, est un super État-nation. C'est un super État-nation, blanc, occidental, impérialiste, qu'on nous a vendu comme étant une forme d'internationalisme, ce qui est absolument faux. Je pense que ce qui est la vérité de l'Union européenne, c'est que c'est un prolongement des États-nations et c'est une alliance des grandes bourgeoisies impérialistes. La question que je me pose, si je me pose la question léniniste du pouvoir, c'est quelle est l'échelle la plus accessible pour les classes populaires en termes de rapport au pouvoir.
est profondément antidémocratique. Profondément antidémocratique. Il n'y a aucune possibilité pour les classes populaires de transformer quoi que ce soit à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'en fait, on a été tellement éloigné du pouvoir qu'en fait, on n'a aucun rapport de force qui pèse. En fait, les décisions se font au-dessus et contre les classes populaires. D'ailleurs, en 2005, il y a eu une convergence politique entre la gauche et l'extrême droite, une grande partie de l'extrême droite et une partie de l'extrême gauche, pour dire non au traité constitutionnel. Ça a été une convergence des classes populaires, entre autres, certes d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche, mais n'empêche, des classes populaires. Mais... ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ça veut dire qu'il y a déjà un désaveu des classes populaires vis-à-vis de cette Europe des grands bourgeois, de la bourgeoisie ou des classes supérieures. Et donc, moi, ma question, elle est pragmatique. Hein. C'est comment retrouver une forme de souveraineté populaire. Et le cadre de l'État-nation, qui est le cadre que je viens de critiquer comme étant impérialiste et raciste, attention, hein, eh bien, il a un avantage sur l'autre, c'est qu'il est plus proche de nous, tout simplement. Et que, de mon point de vue, si on rapatrie le pouvoir, eh bien, il ne s'agit pas à ce moment-là de conforter l'État-nation, il s'agit de proposer un projet sur la base d'une volonté souveraine et politique et populaire vers, pour moi, un projet qui soit un projet d'émancipation, qui soit un projet anti-impérialiste, qui soit un projet que toi tu appellerais de gauche et que moi je dirais décolonial. Mais il faut entendre cette question, il faut entendre qu'il y a là nécessairement une dynamique politique qu'il faut enclencher. Mais encore faut-il avoir une proximité quelconque avec le pouvoir. Il faut encore avoir une proximité avec les institutions. L'utilisation du terme Frexit qui vient de la droite est-il nécessaire? Ainsi que centraliser le problème sur l'Europe en oubliant que la bourgeoisie domine indépendamment de l'Europe aussi. Alors, dans mon livre, je ne sais pas si tu l'as lu, le dernier, Bouffée barbare, j'ai un chapitre qui s'appelle « Les mains sales ». Dans ce chapitre, je dis que toutes les alternatives qui seront les nôtres seront de sales alternatives. C'est des alternatives où il va falloir se salir les mains. Je redis que le cadre de l'État-nation est un cadre négatif. Je sais les risques qu'il comprend quand on revient à l'État-nation. Comme mon analyse consiste à dire que l'Europe est un super État-nation, je n'ai pas de préférence pour un cadre plutôt qu'un autre. Je dis, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu dis les bourgeoisies, elles n'ont pas besoin de l'Europe. Ah ben si, elles ont besoin de l'Europe, sinon elles n'auraient pas eu le besoin de créer cette Europe et de s'allier au niveau de l'Europe, parce que ces bourgeoisies qui sont ancrées quelque part, tu as raison, dans des nations spécifiques, elles sont elles-mêmes en compétition avec d'autres grandes superpuissances qui arrivent et qui la concurrencent. Donc elles ont eu besoin de s'allier pour elles-mêmes faire concurrence à d'autres formes de compétition capitaliste à l'échelle de la planète. Donc si elles ont besoin de l'Europe, si absolument elles ont besoin de l'Europe, et j'ajoute qu'elles ne seraient pas aussi mobilisées contre les formes de Frexit de gauche si elles n'avaient pas un besoin vital de cette Europe. Donc en fait, quand elles sont mobilisées contre les formes de Frexit, c'est qu'elles savent parfaitement que c'est contre leurs intérêts. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est toi qui donnes une définition négative du mot Frexit. C'est toi qui l'articule à l'extrême droite. Pour moi, le Frexit est un mot absolument neutre. Ça vient de Brexit, et Brexit, ça vient plus de l'extrême droite. Non, parce que il faut le nommer. Non, le Brexit, il faut le nommer. C'est un Brexit de droite. Le Frexit de Johnson est un Frexit de droite. Le Frexit, l'ancien Frexit que proposait l'extrême droite est un Frexit d'extrême droite. Je dis que le Frexit est un mot neutre, un mot auquel il faut mettre un contenu, et le contenu, il peut être un contenu décolonial, il peut avoir un contenu marxiste, il peut avoir un contenu de gauche. Ça, encore une fois, il s'agit
de savoir mobiliser les classes populaires, les convaincre, ça s'appelle la lutte politique. Ça, c'est une lutte politique que de donner un contenu émancipateur à un Frexit. C'est ça. Bah, et c'est ça. On peut faire la même chose c'est pour un le défi. communisme. Non, mais sauf que le communisme réel, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, quand on est issu du Sud, on l'a subi pendant 100 ans. Je veux dire, c'est difficile de c'est difficile de lui donner le contenu que tu souhaites. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je peux être parfaitement convaincue. C'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est les gens à qui on s'adresse. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure qu'on a exactement le même problème avec le féminisme. Pourtant, une approche décoloniale comprend parfaitement bien que la modernité occidentale a produit des formes d'hétérosexisme et des binarités dans le genre, par exemple, qui sont tout à fait nouvelles dans l'histoire de l'humanité et qu'il faut les dépasser parce qu'elles sont effectivement, elles aussi, au service du capital et de la division du travail. Mais ça, on le sait. Mais il n'en reste pas moins que le mot féminisme est tellement, nous est tellement venu sous le visage civilisationnel qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser. C'est tout. N'y a-t-il pas un piège de s'enraciner dans un État-nation? Le premier problème n'est pas tellement, pour l'instant, dans la période qu'on est en train de vivre, n'est pas tellement le problème de l'enracinement, c'est plutôt le problème du déracinement. Et le capitalisme est un système qui déracine. Il me semble, c'est mon analyse, que c'est précisément le déracinement qui accélère les penchants racistes et fascistes et qui crée une réaction chauvine. C'est-à-dire que plus on se sent déraciné, plus on revient sur du repli. C'est-à-dire qu'en fait, on cultive cette espèce de repli sur soi, mais ce repli, il peut être effectivement dangereux et inquiétant. Et il me semble que ce sentiment d'abandon, le sentiment d'être déraciné, et c'est ce sentiment qui est capté par l'extrême droite, qui est très bien capté par l'extrême droite, et que l'extrême droite sait manipuler à son avantage. Moi, il me semble qu'il faut... et là, je reviens à la question de la souveraineté. Plus que le réenracinement, moi, il me semble que ce qui importe, c'est que les classes populaires, blanches et non blanches, puissent retrouver une forme de souveraineté, c'est-à-dire une forme de possibilité de décisionnaire sur leur vie, sur leur avenir. Mais ça ne se fait pas dans le cadre d'une Europe capitaliste qui les prive de tous les leviers de pouvoir. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, la question de la souveraineté, pour moi, elle est tout de suite et immédiatement liée à ces instances internationales qui privent les classes populaires de tous les leviers de pouvoir qui leur permettent juste de prendre des décisions concernant leur quotidien, concernant par exemple la création d'une crèche, concernant la création d'une poste, concernant le fait que voilà, on a besoin de services sociaux, de proximité, d'hôpitaux. Eh bien tout ça, c'est empêché par les grandes directives européennes. Comment peux-tu résumer ton projet? On doit lutter contre l'impérialisme, et ça, c'est notre priorité. C'est notre priorité. Et qui lutte contre l'impérialisme de l'État-nation français lutte contre l'État-nation. Donc, mon projet est un projet dynamique. C'est un projet dynamique. C'est un projet, maintenant, sûrement romantique, sûrement idéaliste, sûrement. Mais, je veux dire, mais comme le projet communiste. Il ne s'est pas réalisé, que je sache. Et pourtant, ça fait bien 150 ans qu'on en rêve. D'accord? Il ne s'est pas réalisé. Bon, eh ben, je sais que ce que nous proposons en tant que décoloniaux ne va pas se réaliser de notre vivant. Maintenant, tu sais que ceux qui ont déclenché la guerre d'indépendance en Algérie, ils étaient très isolés. Et tu sais aussi que le peuple algérien n'y croyait pas trop. Oui. Eh bien voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait certes miraculeux, mais entre ne rien faire et tenter quelque chose, et tenter le miracle, là-bas, il faut y aller. Moi, je dis juste que
il vaut mieux mourir debout que à genoux. Votre projet décolonial demande-t-il aux femmes indigènes de passer sous silence le patriarcat qu'elles subissent dans leur milieu familial pour se focaliser à lutter contre l'ordre raciste blanc? D'abord, le mouvement décolonial ne demande rien aux femmes. Il ne leur dit pas préférez combattre l'ordre blanc plutôt que l'ordre patriarcal. Le projet décolonial ne dit pas ça. Le projet décolonial, d'abord, a une approche dialectique et du patriarcat et du racisme. La pensée décoloniale réfléchit et pense en situation. La domination des femmes blanches, elle est spécifique aux femmes blanches. La domination des femmes indigènes est spécifique aux femmes indigènes. Et les femmes indigènes, elles doivent à la fois faire face au racisme, comme elles doivent faire face à des violences masculines dont on ne peut pas dire que ce soit des violences masculines qui viennent d'un patriarcat dominant. Ce que je veux dire, c'est que les hommes des communautés non blanches, et là je parle de la France, eh bien, sont les victimes prioritaires du racisme d'État. Les hommes sont les premières cibles du racisme d'État. C'est eux qui sont tués par la police, c'est eux qui subissent des contrôles au faciès à répétition depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 50, voire 60 ans. C'est eux qui sont massivement en prison. C'est eux qui sont massivement discriminés à l'école et à l'université. Les femmes indigènes sont moins discriminées à l'université, par exemple, et dans leur parcours scolaire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre social raciste et blanc et patriarcal, eh bien, les choses sont renversées quand on descend chez les indigènes. Les hommes blancs sont au-dessus des femmes blanches, qui sont, eux, au-dessus de tous les indigènes, mais dans la catégorie indigène, les femmes indigènes sont mieux traitées que les hommes indigènes. La violence des hommes, qui, de mon point de vue, vient d'abord de la violence de l'État, à leur égard, effectivement, se répercute sur le plan familial, sur les femmes de la communauté. C'est une vérité. Sauf qu'il faut savoir identifier et définir ce patriarcat de manière claire. Comment définis-tu le patriarcat indigène? Le patriarcat, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les Blancs, ça existait avant. Et tout le bassin méditerranéen, anthropologiquement, est patriarcal. Donc nous, qui venons des pays du Sud, nous venons d'un ordre patriarcal. Les pays d'Afrique du Nord, je ne dirais pas ça de toute l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord ce sont plutôt des sociétés de type patriarcal. Simplement, le patriarcat indigène a été profondément transformé par le colonialisme. Il a été transformé, et notamment les rapports de genre ont été rigidifiés par le colonialisme. La binarité homme-femme a été rigidifiée. L'hétérosexisme a été rigidifié. Le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, nous connaissons, nous, toi et moi, une Algérie où l'ordre patriarcal est très fort et très puissant. Mais j'ajoute quand même, et ça, il faut quand même, réinscrire l'État-nation algérien dans sa trajectoire. Il n'y avait pas d'État-nation algérien avant la colonisation. L'État-nation algérien est à la fois un produit de la colonisation et de la lutte d'indépendance. L'État-nation algérien s'est fait sur le modèle de l'État-nation français. C'est-à-dire qu'on aurait pu, au sortir de l'indépendance, imaginer une autre forme d'État. On a choisi le type État-nation. En prolongeant ce cadre-là, on a réintroduit toutes les formes de binarité sexuelle, de patriarcat, etc., et de racisme qui viennent de l'État-nation. On a reproduit ça. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des sociétés des pays du Sud, et là je ne parle pas simplement que de l'Afrique du Nord, mais je parle de l'ensemble du continent africain et quasiment de l'ensemble des pays du monde. Nous vivons tous sous le régime des États-nations qui produisent des altérités,
qui produisent de l'hétérosexisme, qui produisent du racisme, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Moi, je vis ici en Europe sous l'État-nation français. C'est lui qui produit le patriarcat. Les hommes indigènes sont le produit du patriarcat français et du racisme français. Et nous vivons tous sous ce régime-là. Et en fait, j'aurais du mal, moi, à te dire ce qui est dans le patriarcat indigène, ce qui relève spécifiquement de l'héritage algérien, musulman, islamique. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas. Parce que toutes les formes anthropologiques de mariage, ce genre de choses, mais elles sont très communes aux Français. Anthropologiquement, on n'est pas si différents. Je veux dire, parfois, moi j'ai l'impression que souvent, on veut créer des différences là où elles ne sont pas. Les hommes indigènes, je veux dire, anthropologiquement parlant, dans le rapport au patriarcat, ne sont pas très différents des hommes français, en fait. Il n'y a pas de grande différence. Pour moi, il y a une différence de traitement par l'État des hommes indigènes qui produit des masculinités tout à fait toxiques, mais qui continue de produire des masculinités qu'on connaît très bien sous le régime capitaliste. Tu réfutes l'étiquette progressiste. Est-ce pour faire chier les Blancs? Ah non, ça serait ridicule. Si c'était juste pour faire chier les Blancs, ce serait inconséquent, ce serait bête, et ce serait indigent. Ça n'aurait aucune utilité politique. Je rejette le progressisme, et encore une fois, le progressisme dans sa réalisation. Dans le sens où le progressisme qui émane des milieux blancs est toujours un progressisme d'intégration dans l'État-nation. Ce que je veux dire, c'est que l'État-nation français est un État-nation impérialiste. Prenons 3 catégories. Les ouvriers, les femmes et les homosexuels. Les 3 catégories ont produit des luttes d'émancipation dites progressistes. Mais toutes acceptent l'impérialisme français. En fait, toutes acceptent le deal avec l'impérialisme français, qui consiste à dire on veut améliorer notre condition d'ouvrier à l'intérieur de l'État-nation en acceptant les rapports Nord-Sud, en acceptant la domination de la France, en acceptant les rapports économiques que la France impose à l'Afrique, en acceptant la France-Afrique. On veut des meilleurs salaires, on veut des meilleures retraites, on veut le RMI, on veut ci, on veut ça, toujours dans le cadre de l'État-nation impérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, on veut améliorer notre sort sans remettre en cause l'impérialisme français. Ça veut dire en exigeant notre part du gâteau des rapports impérialistes. Les femmes, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le fémonationalisme. On veut le droit à l'avortement, on veut des droits, machin, etc., sans jamais remettre en cause l'impérialisme. Nous, en tant que femmes indigènes, nous disons pas de féminisme sans anti-impérialisme. Ça a été notre mot d'ordre depuis le début des indigènes de la République. Pas de féminisme sans anti-impérialisme. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le féminisme. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès et des nouveaux droits pour les femmes. On dit que celui-ci doit être articulé à la lutte contre l'impérialisme. Sinon, on est réduit à ça, à faire du fémonationalisme. C'est-à-dire à améliorer concrètement, c'est ça que ça signifie, le sort des femmes blanches qui sont déjà des femmes privilégiées à l'échelle de la planète. C'est pareil pour les homosexuels. Ils veulent le mariage pour tous, sans jamais remettre en cause l'impérialisme. Ça veut dire qu'ils veulent leur part du gâteau. Ça s'appelle l'homonationalisme. Tout ça, les luttes ouvrières chauvines, celles du Parti communiste, les luttes féministes ou les luttes LGBT, quand elles ne remettent pas en cause l'impérialisme français, ce sont des luttes progressistes. Donc, encore une fois, je reviens au préambule. J'ai pas de problème avec le féminisme, j'ai un problème avec le féminisme réel. J'ai pas de problème avec le communisme, j'ai un problème avec le communisme réel. Tu vois? Je n'ai pas de problème avec le progressisme, j'ai un problème avec le progressisme réel. Tous sont nationalistes. Que penses-tu de la position de Bégodeau sur l'abstention? Alors, moi, je suis à la fois très en accord avec Bégodeau et très en désaccord. Je suis très en accord avec lui parce que je pense qu'on est d'accord quand même sur les fondamentaux, à savoir que le système électoral
c'est un système qui cherche le consentement des masses, mais qui, au final, est au service de la légitimation du pouvoir capitaliste. D'accord. Ça, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, je ne suis pas contre ce qu'est le système électoral. Bon. Je suis d'accord qu'il faut s'en méfier. Je suis d'accord que souvent, il y a, dans de nombreuses situations, ne pas voter, c'est très bien. Je veux dire, c'est pas, j'ai pas pour moi, j'ai pas comme principe qu'il faut voter. J'ai même, je pense même qu'il faut s'en méfier. Pour autant, j'ai un rapport, et c'est là où je suis en désaccord, c'est que je peux avoir un rapport stratégique à la question du vote. Chaque élection est différente et spécifique. Et par exemple, les positions qu'il a prises lors des élections présidentielles, pour moi, elles étaient mauvaises. Je pense que là, on a eu une fenêtre historique avec la progression d'un Mélenchon qui tentait de tenir les deux bouts, à savoir un projet de type social, vaguement anticapitaliste, évidemment, c'est pas l'extrême gauche, on le sait très bien, mais en tout cas, dans une France qui, globalement, s'est très fortement droitisée, qu'il y ait l'émergence d'une proposition de gauche, plus à gauche que le Parti communiste, qui rompt avec qui rompt en partie avec le libéralisme, qui rompt avec les traités européens, qui veut rompre avec l'islamophobie, qui veut rompre avec le tout sécuritaire, qui critique vertement la police, qui a voulu remettre en cause l'OTAN. Je veux dire, tout ça, c'était assez inespéré dans une France fortement islamophobe, fortement droitisée, fortement libérale. On avait ici une occasion de porter au pouvoir quelqu'un qui prenait en compte les acquis de l'antiracisme politique, quelqu'un qui prenait en compte la lutte contre l'islamophobie, quelqu'un qui prenait en compte la lutte contre les violences policières et les crimes policiers. Je veux dire, on a eu ici une occasion en or d'avancer vers un projet beauf et barbare, précisément, beauf et barbare, parce qu'il y avait la question sociale d'un côté, puis qu'il y avait la question du racisme de l'autre, et qu'il a voulu tenir les deux bouts, Mélenchon. C'était le moment de le soutenir. Et je pense que Bégodeau a eu tort de ne pas comprendre ce moment. Ça, pour moi, c'est extrêmement clair. Et pourtant, nous, en même temps, parce qu'en fait, c'est pas parce que à un moment, on pense que là, à ce moment-là, il faut soutenir Mélenchon, que ça veut dire qu'on est subordonné à Mélenchon. Au contraire, pour moi, il s'agissait de le faire venir au pouvoir, et dès qu'il était au pouvoir, parce qu'on connaît la logique de l'État, on sait ce qui se passe quand une force politique arrive au pouvoir, eh bien, à ce moment-là, il devenait un adversaire politique, à ce moment-là. À ce moment-là, on se retranche et on sait qu'il faut continuer à créer du rapport de force anti-libéral, anti-raciste, anti-islamophobie, anti-police, précisément pour le maintenir dans une politique qui aille dans le sens des intérêts et de la défense des intérêts des classes populaires. Mais encore fallait-il aller vers cette étape-là, chose qu'on n'a pas réussi à faire, précisément à cause de tous ceux qui, à mon avis, n'ont pas compris ce moment stratégique. Dany et Raz sont-ils des butins de guerre? Oui, mais c'est des petits butins de guerre, au sens qu'ils n'ont pas le même poids politique que Mélenchon, qu'ils n'ont pas le même poids politique que la CGT. Alors, mais c'est des butins de guerre au sens où quand on a commencé les indigènes de la République il y a plus de 17 ans, on n'avait pas d'alliés de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on a transformé une partie du champ politique blanc. On en a fait de véritables alliés, c'est-à-dire, avant la période qui a précédé, l'indigénat était complètement subordonné à l'agenda de la gauche. Bon, quasiment. Il y a toujours eu des luttes. Mais en gros, on devait suivre l'agenda de la gauche. En gros. Là, ce sont des Blancs qui suivent notre agenda.
C'est la grande victoire. C'est ça, la victoire de l'antiracisme politique. Et c'est en cela que je parle de butin de guerre. Et que Mélenchon comprenne l'importance de la lutte contre l'islamophobie, c'est le produit et c'est l'acquis de presque 20 ans de lutte antiraciste qui viennent des milieux musulmans, qui viennent de l'antiracisme politique, qui viennent d'une partie de l'extrême gauche qui a été sensible depuis le départ à la question de l'islamophobie. Eh bien, c'est l'ensemble de ces luttes-là qui ont fait que, au bout de 15-20 ans, Mélenchon a fini par être convaincu de la nécessité de la lutte contre l'islamophobie. Donc c'est pour ça, c'est en cela qu'effectivement on peut dire qu'on a une gauche qui est en quelque sorte un butin de guerre parce que c'est le produit d'une lutte. François Ruffin parle de chercher le vote des campagnes et des quartiers populaires. Comment vois-tu ce rapprochement? Alors d'abord, je pense qu'il faut déjà saluer ses efforts pour rassembler les beaufs. Le fait que Ruffin soit mobilisé pour convaincre les classes populaires blanches de rejoindre un projet de gauche plutôt que de les abandonner soit à l'abstention, soit à l'extrême droite, ça déjà il faut le saluer. C'est une très bonne chose. Et là où il a mené ce travail, il l'a fait avec succès. Donc ça, c'est dont acte, c'est très bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ruffin a un rapport de force par rapport à moi largement favorable. Moi, je suis rien par rapport à Ruffin. Donc moi, je ne peux pas avoir des prétentions par rapport à lui. C'est pas comme si moi, je faisais sortir les masses dans la rue et je pouvais arriver devant Ruffin et lui dire parlons d'égal à égal. Il faut savoir qui on est et quelle place on occupe. Donc moi, je ne suis pas en capacité de proposer un débat à Ruffin. Par contre, lui, il est en capacité de le refuser. Et c'est ce qu'il va faire. Mais j'ajoute que ce n'est pas parce que je suis dans un rapport de force défavorable que j'ai tort. Et de ce point de vue-là, Ruffin peut ignorer autant qu'il veut la question de l'alliance des beaufs et des barbares. Il faudra qu'il y arrive un jour. Il ne va pas pouvoir l'ignorer. Tu as déjà évoqué le terme de blancs solides. Qui sont-ils pour toi? Ce sont des blancs politiques. Ce sont des blancs qui ne passent pas leur temps à s'auto-flageller parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient blancs et qui ont pour seule politique que la transformation individuelle, la prise de conscience individuelle. Pour nous, des blancs solides, c'est simplement des blancs qui comprennent la démarche décoloniale, qui comprennent qu'ils doivent faire leur travail à l'intérieur de leurs organisations, qu'ils doivent faire avancer l'agenda de l'antiracisme politique ou du mouvement décolonial à l'intérieur des organisations blanches, c'est-à-dire qui participent à la transformation décoloniale de leurs organisations. C'est ça qui font le travail politique. Et qui ne sont pas simplement dans cette espèce de prise de conscience individuelle qui consiste à s'auto-flageller, à dire je suis blanc mais je me soigne, parce qu'en fait c'est pas ça c'est pas ça la lutte décoloniale, c'est pas ça. Quels sont vos liens avec les indigènes en Afrique? Alors, je vais devoir te répondre de manière un peu complexe. La première, c'est que nous, on a rompu avec une tradition de gauche qui consiste à être solidaire du Sud. On a rompu avec ça parce que c'était un rapport paternaliste. Nous, on considère que les peuples du Sud, ils mènent leur lutte et que nous, on est en Europe. Eh bien, en Europe, on lutte contre les systèmes européens. On est en France, on lutte contre l'État français impérialiste. C'est-à-dire qu'on fait notre taf ici. Et les Algériens, ils n'ont pas attendu, ils nous ont pas attendu pour faire le Hirak. Ils n'ont pas attendu. Ils ont fait le Hirak. Donc nous, c'est quoi notre travail quand il y a le Hirak? Eh bien, c'est d'observer Macron et de savoir lui qu'est-ce qu'il fait par rapport au Hirak. D'accord? Et on sait que lui, il sera spontanément pour le soutien du régime. Bon, eh bien nous,
on est contre Macron, c'est là qu'on est, c'est là qu'on milite, on est donc contre Macron, qui est le soutien du régime de Ben Ali, qui est le soutien du régime marocain, qui est le soutien du régime des Algériens. Voilà, c'est tout. Ça, c'est ça. C'est la division du travail, pour nous, elle se situe là. Nous sommes là, on travaille contre on lutte contre notre propre impérialisme. Et les peuples du Sud, ils font leur job, ils mènent leur lutte, ils ont leur propre agenda, et ça ne nous regarde pas. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je termine mon dernier livre en disant nous ne serons libres que lorsque le Sud sera libre. Au sens où, effectivement, je suis d'accord avec toi, pour moi, la solution, elle viendra surtout du Sud. On aura notre part, mais pour moi, je le vois gros comme une maison, qu'elle viendra du Sud. Ça, c'est ma position, c'est ce que je pense. Comment articules-tu la pratique religieuse et la lutte décoloniale? En fait, moi, alors, prenons la religion comme un cadre idéologique. Un cadre idéologique, en soi, ça ne veut rien dire. Un cadre idéologique, il peut aller dans tous les sens. La religion islamique, un projet de droite peut l'instrumentaliser, un projet de gauche peut l'instrumentaliser, un projet réactionnaire peut l'instrumentaliser, un projet progressiste peut l'instrumentaliser. Je veux dire, il n'y a pas de vérité du cadre idéologique. Politiquement, ça peut aller dans tous les sens. On peut imaginer un projet islamique communiste, on peut un projet islamique capitaliste, et il en existe. On en a des exemples. Donc en fait, si tu veux, en soi, pour moi, il n'y a pas de vérité intrinsèque. Je te parle pas de la religion comme dogme. Je te parle de la religion comme cadre idéologique. En France, mon premier problème, c'est pas la religion islamique, c'est une autre religion, c'est celle de la laïcité. Et là, c'est pareil. La laïcité, t'en fais ce que tu veux. En soi, ça veut pas dire grand-chose, mais tu peux l'instrumentaliser dans tous les sens. Et en fait, n'importe quel cadre idéologique est instrumentalisable. La laïcité, le sécularisme sont parfaitement instrumentalisables. L'athéisme est parfaitement instrumentalisable. C'est-à-dire que on peut faire une religion de tout. On peut faire une religion de tout. Encore une fois, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tellement l'emballage, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on met dedans. Tu vois, la laïcité ça peut être, je ne suis pas complètement, je ne crois pas au caractère, émancipateur absolu de la laïcité, mais ça peut être, à un moment donné de l'histoire de France, un cadre émancipateur. Bon. Mais ça peut être un cadre oppressif aujourd'hui pour les musulmans. Voilà.